Salut à tous et bienvenue dans ce forum du jour. Ce sont deux entités qui ont leur destin lié. Je voudrais parler du patrimoine et du tourisme. Pour l'UNESCO, c'est la corrélation entre le nombre de sites du patrimoine mondial et les entrées touristiques qui justifient en fait leur association. Le gouvernement actuel du Bénin, en choisissant le tourisme comme l'un des grands piliers de sa politique de développement, a mis en place une agence qui met le patrimoine au service du développement du tourisme. Le directeur de cette agence est présent sur ce plateau. Il s'agit de M. José Pliard. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. La notion du développement du tourisme fait appel au concept du partenariat public-privé, ce qui fait que des privés très actifs dans ce secteur ont répondu favorablement à notre invitation. Ils se sont réunis d'ailleurs au sein du consortium Tourisme par Million, représenté par son président sur ce plateau, M. Dean Bouraïma. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup également d'avoir accepté notre invitation et beaucoup d'autres acteurs sont également sur ce forum du jour. Ils sont des promoteurs d'hôtels, d'agences de voyage et de tourisme, des gestionnaires du patrimoine, même un représentant du réseau national pour la promotion du partenariat public-privé également qui est là. Merci à tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Chers téléspectateurs, bienvenue dans le forum du jour. Monsieur José Pliard, la vision à la FIA 2025 a recommandé l'actualisation de la politique nationale du tourisme. Est-ce que c'est dans cette vision que l'actuel gouvernement a décidé de mettre en place, de créer cette agence, l'Agence nationale patrimoine et tourisme, ou c'est carrément un nouveau départ pour le tourisme au Bénin? Merci déjà, bonjour et merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être ici pour parler la première fois officiellement de cette agence qui vient d'être créée, donc c'est tout frais. Pour répondre à votre question, je ne sais pas si dans le programme du candidat Patrice Talon, il y avait cette source d'inspiration à la FIA. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que dans son programme présidentiel de candidat, il a décliné un certain nombre de projets phares s'il était élu. Et dans ces projets phares, il y avait la question de la culture et du tourisme, qui pour lui manquait essentiellement d'une chose depuis des années au Bénin, c'est une vision stratégique, un cap vers lequel on tend, et parce qu'il était persuadé que, c'est en ayant une vision stratégique, un cap, une identité à vendre et à développer qu'on va pouvoir faire du tourisme une source de richesse économique et une source de création d'emplois. Donc voilà, l'équation pour lui était très simple. Voilà qu'il est arrivé au pouvoir et que aussitôt, pour passer des promesses aux actes, il a créé une agence qui est l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, qui a la particularité d'être une agence présidentielle, c'est dire la volonté du président. Ce n'est pas une agence qui dépend d'un ministère comme on a eu l'habitude de le voir, elle dépend de la présidence. Le donneur d'ordre, au bout du compte, c'est le président. Il a voulu cette agence présidentielle pour qu'elle soit efficace, concrète, qu'elle soit évidemment en lien de manière transversale avec les ministères concernés, au premier chef le ministère du Tourisme, qui va être vraiment, l'agence va être le bras armé du ministère du Tourisme, c'est vraiment elle qui va réaliser ce que la politique touristique, elle, va développer. Et puis l'agence est au service également de plusieurs autres ministères, puisque les affaires étrangères, les transports, la vie durable, le cadre de vie, plein d'autres ministères dépendent. Le tourisme est forcément une discipline transversale. Donc tous ces ministères font partie du conseil d'administration, mais le dernier décideur, au bout du compte, c'est le président de la République lui-même. Et c'est en ça que l'agence est originale, parce qu'elle va éviter tous les écueils administratifs qui ralentissent, qui font que quand c'est une agence ministérielle, le ministère dépend de tel autre ministère et puis on se renvoie la balle. Voilà, il a voulu être efficace et il a voulu cette agence pour donner corps à cette vision
d'un tourisme créateur de richesse et créateur d'emplois. Merci beaucoup à vous, M. José Plia. M. Dine Bouraïma, comment appréciez-vous la création de cette agence au sein du CTM? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Et c'est un honneur pour le CTM de participer à la prise de parole officielle à la télévision du nouveau directeur de l'agence. Je dois vous dire que la pertinence de la création de cette agence n'est plus à démontrer. Vous savez qu'au Bénin, les potentialités touristiques du pays sont reconnues de tout le monde. Et en dehors de ces potentialités, nous avons les meilleures études, nous avons les meilleurs projets. Et tout ce qui reste à faire, ce sont les actions. Et les actions qui sont très difficiles à faire au Bénin, parce qu'il y a beaucoup d'écueils, il y a beaucoup de lourdeurs administratives. Certainement, la création de cette agence, c'est la chose la plus heureuse qui soit arrivée au tourisme béninois. Ouais. Déjà, vous trouvez que c'est une bonne chose d'avoir créé cette agence aujourd'hui? Je vous parle en tant qu'acteur professionnel et engagé du tourisme. Je vous dis que c'est la chose la plus heureuse qui soit arrivée au tourisme béninois. Pas d'abord celui qui l'a créé et pas également celui qu'on a mis à la tête de cette agence. Oui, qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur privé réuni au sein du consortium tourisme par million, vous attendez de cette agence aujourd'hui? On attend du concret. J'ai eu à rencontrer beaucoup de ministres et qui m'ont parlé de beaucoup de projets qui sont dans les tiroirs. Là maintenant, on attend du concret. La première chose que nous attendons de l'agence, c'est de, par exemple, tout faire pour que la facilitation à l'obtention du visa soit effective. C'est-à-dire qu'on puisse obtenir les visas soit à l'aéroport du Bénin ou encore aux autres frontières terrestres ou maritimes. Que ces visas soient électroniques et à bon coût. Visa électronique à bon coût. Et ça dit que les touristes se plaignent de ce qu'il est difficile d'avoir le visa du Bénin. Actuellement, il est plus facile d'avoir le visa des États-Unis ou de la France que d'avoir le visa du Bénin. Oui. Bien sûr. Il n'y a pas de jour où tous les jours, moi, concernant mon hôtel, j'ai au moins 1 à 2 personnes qui sont retournées à l'aéroport pour défaut de visa ou visa mal fait. Il y a toujours des problèmes. On retourne des gens tous les jours que Dieu fait. Nous n'avons pas déjà assez de personnes. Vous savez, le Bénin n'a que 200 000 touristes par an. Et dans les 200 000, il y a également les Béninois à l'intérieur. Donc, si on doit parler des touristes réellement, à peine on va se retrouver même à moins de 100 000. Donc, cela dit, on n'a rien. Et le peu qui viennent, tous les jours, on les retourne. Donc, il faut changer radicalement les choses. Mais alors, je vais rapidement rester sur ce point-là pour revenir à M. José Plia pour lui demander, mais est-ce que vous êtes au courant de cette difficulté-là que les touristes ont par rapport à l'obtention du visa du Bénin? Bien sûr, absolument, c'est un vrai problème. Pour ma part, à titre personnel, j'ai vécu juste l'avant et l'après de cette difficulté. L'avant, c'était en 2013 où j'étais ici avec des amis européens. On était allé dans le parc de la Pendjari et on a décidé de rentrer par le Togo. Donc on a fait le visa pour rentrer au Togo à la frontière togolaise du côté de Djougou. Et puis quand on est arrivé à Lomé, entre Lomé et Ouida, on a fait la même chose. On a fait le visa à la frontière. Il n'y a eu aucun problème. Et ça permettait une facilité. 1 an plus tard, impossible d'avoir un visa en étant au Togo pour venir au Bénin. Il fallait passer par le Ghana, ça mettait 1 semaine, enfin c'était devenu absolument impossible. Donc je l'ai vécu personnellement. Donc c'est un vrai problème. Et M. Bouraïma a bien fait de souligner ce problème-là. Moi, je l'ai vécu très vite quand je suis arrivé, quand j'ai commencé mes consultations auprès des partenaires privés, dont M. Bouraïma. Tous, c'est l'une des premières choses qu'ils m'ont dites. Il faut à tout prix trouver une solution pour faciliter l'obtention des visas. C'est un critère indispensable pour faciliter
le tourisme. Et donc j'ai instruit le ministre des Affaires étrangères, puisque j'ai parlé de transversalité. Voilà. L'agence aura des actions qui dépendent d'elle concrètement, on aura l'occasion d'en parler, et puis il y a d'autres actions qui sont en partenariat, en relais, et ça, c'est du domaine du ministre des Affaires étrangères qui de toute façon a très vite été mis au courant de ça aussi, et je crois que des mesures concrètes sont en route pour que d'ici quelques mois, on arrive à cette simplification, au retour au visa aux frontières et à la mise en ligne. Oui. Est-ce qu'on pourra vraiment régler ce problème-là tout en considérant la question de la sécurité de l'insécurité qui rôde autour de nos frontières? Bien sûr, bien sûr. C'est une synergie à mettre en place entre différents ministères, hein, celui de l'Intérieur, la Défense et puis le ministère des Affaires étrangères. Et comme on le dit très justement, vous savez, nul n'est à l'abri aujourd'hui. L'insécurité, on est très heureux d'avoir des réseaux sociaux qui nous permettent d'être dans l'instantané mondial, mais l'instantané de l'insécurité aussi existe. Il ne faut pas se voiler la face, on ne sera pas... mais il faut prendre des précautions, il faut agir en ce sens. Et il y a, par le visa électronique, par un travail extrêmement précis qui peut être fait aux frontières, les moyens de circonscrire, de suivre très aisément les entrées, les flux et sorties, sans qu'on ne soit à l'abri. Des pays beaucoup plus sécuritaires que nous ont été frappés par l'insécurité. Ouais. Donc ça ne peut être qu'un principe de précaution qu'il faut mettre en place et que ça ne doit pas être une entrave au développement du tourisme. Toujours pour rester au niveau de cette agence, avant de revenir à M. Bourahima, pour voir tout ce que le consortium Tourisme par Million attend bien sûr de cette agence, pour parler du cadre institutionnel de cette agence, vous avez dit que c'est une agence qui a été mise sous tutelle de la présidence de la République. Mais bon, pour le moment, c'est vrai qu'on ne connaît pas encore tous les membres, tous ceux qui travaillent avec vous. Ce n'est que vous seul qu'on voit. Est-ce qu'il y a des gens envoyés par ces différents ministères que vous avez cités tout à l'heure? Absolument, très bonne question. Donc, puisque c'est une volonté présidentielle, oui. L'agence est sous tutelle de la présidence, qui lui-même délègue 2 personnes qui font partie du conseil d'administration. L'agence a un statut d'office. Hein. Les statuts des offices sont connus, c'est par décret de 1994. On dépend de ce statut-là, même si c'est une agence qu'on appelle agence de type spécifique. Parce on a, tout en respectant les codes des statuts des offices, essayé de simplifier pour alléger la dimension administrative. Mais on est quand même dans les clous et dans les normes, avec donc un conseil d'administration composé de 6 membres, 7 précisément, 2 représentants du président et puis un représentant des principaux ministères avec lesquels nous travaillons. Donc évidemment un représentant du ministère du Tourisme, un représentant du ministère des Affaires étrangères, un représentant du ministère du Cadre de vie, etc. Il y en a 6-7 en tout, donc 2 représentants qui font partie du conseil d'administration avec des réunions, en fait, comme un conseil d'administration fonctionne. Ça, c'est la dimension statutaire qui va encadrer, et il y aura un commissaire aux comptes, enfin, tout comme il se doit. À côté de ça, je suis dans une phase de recrutement. L'agence, le décret est paru jeudi dernier. Il faut mettre les choses une après une. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. L'étape dans laquelle je suis actuellement, c'est celle du recrutement de mes collaborateurs. Alors, on va être une équipe extrêmement resserrée, toujours pour éviter la dilution, trop de monde et une inefficacité. Des gens extrêmement pointus dans les domaines patrimoniaux que nous avons définis. Donc, une équipe maximum de 10 à 12 personnes, extrêmement affûtées, dans leur domaine, qui vont être des opérateurs en lien direct avec des projets concrets. C'est, comme l'a dit M. Bourahima, agir, 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 et qu'on voit concrètement le développement du tourisme se mettre en route. En route. Merci beaucoup à vous. Monsieur Bourahima, vous étiez en train de nous citer tout ce que vous attendez, votre vision de cette agence-là, de l'agence du tourisme. Avant d'en arriver là, tout à l'heure, vous avez parlé de la sécurité par rapport au visa. Oui. Je voudrais vous dire que lorsque un vol est en train d'aller sur le Bénin, avant que le vol ne vienne, il y a ce qu'on appelle le manifeste. Le manifeste est envoyé toujours à la police avant que le vol ne vienne. Ça veut dire simplement que lorsque la police reçoit le manifeste, s'il y a des supposés terroristes à l'intérieur, la police peut décider de ne pas faire entrer dans le pays ceux-là.
Donc, c'est un faux problème de parler de parler de la sécurité pour dire qu'à cause de la sécurité, on ne va pas permettre à ce que, comme le font déjà d'autres pays, qu'on puisse avoir des visas électroniques. Même moi, j'ai toujours supposé que c'est même possible qu'on n'ait pas de visa. Qu'il n'y ait même carrément pas de visa. Parce que au Sénégal, par exemple, au Sénégal, il n'y a pas de visa pour certains pays. Mais le Bénin doit faire quelque chose de fort. Je dis même de très fort. Donc, il faut faire plus que les autres. Les terroristes, lorsqu'ils veulent arriver, eux, ils ont plus de moyens. Ils ont plus de moyens financiers et autres. En réalité, tout ce qu'on fait maintenant, on empêche ceux qui veulent arriver d'arriver. Et les terroristes qui ont tous les moyens d'arriver, on prend ces terroristes-là devant pour nous empêcher de faire du business. Nous, en tant qu'opérateurs, on a envie de faire du business, on a envie de créer de la richesse, on a envie de créer des emplois. Mais si l'État ne met pas les conditions en place, qu'est-ce que nous pouvons? Mais monsieur le directeur, est-ce qu'on pourrait arriver jusqu'à supprimer carrément le visa béninois pour permettre à ce que le développement, que le tourisme prenne au Bénin? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce n'est absolument pas impossible. Monsieur Bouraima donne l'exemple du Sénégal, qui est un pays sur lequel on peut prendre modèle en termes de tourisme en Afrique de l'Ouest, qui vient de supprimer les visas, effectivement. On me parlait de la Géorgie encore hier, qui a mis en place pour développer son tourisme. Alors eux, le système qu'ils ont mis en place, c'est la suppression des visas pour des pays qui ont un produit intérieur brut supérieur au leur. Donc voilà, pour se garantir. Donc il y a plusieurs formules qui permettent, lui, d'arriver jusqu'à la suppression. Ce qui veut dire que si on doit supprimer le visa, ça ne doit pas être à tous les pays. Non, bien sûr, ça se fait de manière concertée. Voilà. On sait très bien que le tourisme au Bénin, vous savez, il y a des pics touristiques, comme dans toutes les saisons, comme on dit, et puis il y a alors, ce qui fait vivre au quotidien les acteurs, c'est quand même beaucoup un tourisme sous-régional et immédiat. Pour les pays de l'UMOA, pour les pays environnants, on peut tout à fait imaginer, je crois qu'il y avait des projets qui avaient été faits en ce sens, qui sont dans les tiroirs, de supprimer les visas pour l'immédiateté des gens, et puis trouver des formules, mais il faut qu'il y ait une volonté de se dire, bon, tout en n'oubliant pas la sécurité, mais de se dire, remettons les choses à leur juste place. C'est quoi l'objectif? Si on veut créer de l'emploi, créer de la richesse, développer, sortir notre pays du potentiel touristique pour entrer dans une émergence et un vrai développement, si c'est un levier, un frein, réfléchissons-y, trouvons les moyens et allons jusque-là. Allons jusque-là. Oui, alors, monsieur Bouraima, vous avez tout à l'heure que vous, les privés, vous voulez faire du business, vous voulez faire des affaires. Il paraît que la destination Bénin est plus chère. Ouais. Dans la sous-région surtout. Évidemment, elle est plus chère. Elle est plus chère pourquoi? À cause d'abord du visa, à cause des billets d'avion. Vous voyez par exemple, les taxes aéroportières sont extrêmement chères par rapport au Bénin. Il faudrait qu'on voit, par exemple, maintenant, il faudrait que, comme on a dit, c'est créé maintenant, qu'on fasse tout pour diminuer ces taxes-là. Et que les conditions d'accueil au niveau de l'aéroport de Cotonou soient revues. Donc la cherté de la destination Bénin ne dépend pas de vous, opérateur privé. C'est ce que vous voulez dire, M. Bouraima? Non, c'est un ensemble. Ouais. Nous, en tant qu'acteurs, nous sommes conscients que on ne devient riche que par du volume. Et on en est conscient, nous voulons devenir riches. Et pour ça, comment faire pour faire le volume? C'est pourquoi notre association, on a dit consortium touriste par million. A dit, lorsque par exemple, un touriste va dans un pays, il dépense au moins $1000. Les choses sont des chiffres de l'OMT, l'Organisation mondiale de tourisme. Alors quand vous prenez $1000, qui fait à peu près 500 millions de francs CFA, fois 1 million, on est à 500 milliards de francs CFA. Cela veut dire que le tourisme peut apporter énormément. Création d'emplois et création de richesses. Donc c'est pourquoi nous souhaitons que très rapidement, qu'on puisse se mettre au travail et que le visa, on va étudier les conditions dans lesquelles la suppression, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que chaque fois, j'aime revenir sur la question du visa, parce que c'est essentiel. Vous voyez par exemple, lorsqu'on veut construire un aéroport, l'aéroport de Godibé, pourquoi jusque-là ce n'est pas construit? Ce n'est pas construit parce que lorsque tu veux construire un aéroport, tu dois faire un business plan. Mais lorsque tu veux faire un business plan, tu arrives dans le pays, tu demandes, vous avez votre aéroport là, vous recevez combien de personnes? On te dit 200 000. Disons, vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Donc, ça plombe toutes les études.
Donc quand tu fais ton calcul, tu vois que ce n'est pas rentable. Même le projet de la route des pêches, ça ne démarre pas à cause de tous ces facteurs-là. Il faut que déjà qu'on puisse avoir beaucoup de touristes. Et là, dès qu'on a beaucoup de touristes, tout le reste va démarrer. Oui. Merci beaucoup à vous. Si on revient dans ce concept de la création de l'agence du patrimoine et tourisme, c'est de mettre ensemble, en tout cas, le patrimoine et le tourisme, c'est-à-dire mettre le patrimoine au service du tourisme. Nous avons sillonné, en tout cas, nos caméras et micros devant un certain nombre d'acteurs, soit du point de vue culturel, dans le domaine culturel, que de la gestion du patrimoine, et qui se sont exprimés et qui ont voulu, en réalité, que la question du tourisme soit beaucoup plus décentralisée, comme le Bénin a choisi de faire au niveau central, c'est-à-dire décentraliser le pouvoir, que cela soit appliqué également au niveau du tourisme. Nous allons suivre ce reportage et revenir bien sûr sur ce plateau, puisqu'il y a beaucoup d'autres acteurs également qui sont là et qui veulent aussi s'exprimer et donner leur avis sur la création de cette agence. Regardez. Une des matières premières et même la principale de l'entreprise touristique reconnue de par le monde, le patrimoine. Qu'il soit matériel, immatériel ou naturel, celui dont regorge le Bénin est d'une particularité enviée. Nous avons quelques habitats encore qui pourraient intéresser les gens dans le cadre de l'écotourisme. Et par exemple, les forêts sacrées, des sites sacrés, c'est des patrimoines qui sont dans certaines communes et qui ont assez de valeur pour l'étranger. Par exemple, quand vous allez dans la vallée de l'Ouémé, par exemple, on parle du Saint-Avante rouge. Le Saint-Avante rouge, c'est une espèce emblématique qui est endémique au Bénin, mais qui se retrouve dans un écosystème dans la vallée et qui constitue un patrimoine qui pourrait attirer des touristes. À part les forêts sacrées, il y a des forêts communautaires qui pourraient être des parcours naturels pour certaines personnes. Aussi bien pour la santé comme pour le plaisir, les gens pourraient aller voir. Nous avons comme patrimoine, quand nous prenons le cas de Cotonou, on ne peut pas imaginer que des tortues marines sont sur notre littoral. Et si on vous dit 365 jours, Cotonou dispose des tortues qui pourraient attirer des touristes, c'est que c'est inimaginable, mais c'est des ressources, c'est un patrimoine qui est là et qui a besoin d'être valorisé. Il faut préciser qu'il y a le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Patrimoine matériel s'entend l'architecture, les cases. Je donne l'exemple des Tatasomba, des cases sur pilotis des pays lacustres et beaucoup d'autres. Sur le plan du patrimoine immatériel, nous avons nos contes, nos danses, nos proverbes, nos chansons traditionnelles. Ceci dit que la valorisation de ce patrimoine passe par sa mise en tourisme. Une relation dont l'établissement devra faire partie des priorités des élus locaux. Le développement commence à la base, dit-on. Les communes doivent prendre conscience qu'elles disposent des ressources sur lesquelles elles peuvent baser leur développement. Et prendre conscience de savoir que la ressource existe. Et deuxièmement, il y a des gens qui sont intéressés dans la valorisation de ces ressources. Nous, Béninois, qui vivons à Cotonou, à Porto-Novo, nous puissions être attirés à aller à Karimama, à Tchoumi-Tchoumi, à Malanville, à Natitengu, à Parakou, pour voir, visiter, en tant que tourisme, le patrimoine culturel, les musées, que le citoyen du Nord, de Papané, par exemple, puisse avoir la possibilité d'aller à Soava pour voir d'abord l'eau. Pour accomplir cette mission qu'est la mise en tourisme du patrimoine béninois, les élus locaux doivent s'en donner les moyens. Lesquels moyens sont disponibles? Le bonheur ne se trouve pas ailleurs, il est juste à côté. Elles peuvent nouer des partenariats avec des entreprises de la place, avec des fondations de la place, Il y a des mécènes, il y a des richissimes qui sont originaires de ces villes ou villages. Et les gens au Bénin, on a toujours l'intention que c'est construire des grands hôtels, les immeubles qui attirent. Les touristes que nous recherchons aujourd'hui,
la clientèle n'est pas d'abord nationale, c'est la clientèle internationale. Et quand vous visez la clientèle internationale, ce n'est pas les immeubles qui manquent dans ces pays. Le gouvernement béninois a placé le tourisme au 4e pôle de sa politique de développement. À cet effet, il a tracé un cadre juridique qui permet aux élus locaux de participer à son développement par la valorisation du patrimoine. Au Bénin, par exemple, la loi 2007-20 du 23 août 2007 portant protection du patrimoine culturel et du patrimoine naturel à caractère culturel en République du Bénin. Et donc, cette loi-là permet aux communes de pouvoir gérer le patrimoine sur leur territoire. Et donc, chaque commune a la possibilité de créer sa politique culturelle de valorisation de son patrimoine et surtout par les offices de tourisme, par exemple. Si la mise en tourisme du patrimoine peut attirer des étrangers, elle peut également faire connaître le Bénin aux Béninois et constituer une source de revenus considérable. Lorsqu'ils viennent au Bénin, ils doivent, par exemple, se loger, donc l'hébergement. C'est des hôtels, ce sont des hôtels qui sont là et le ministère du Tourisme se charge de collecter les taxes sur unité, par exemple, et ces hôtels également payent l'impôt et contribuent à l'économie béninoise. Les mairies, en faisant le travail en synergie avec l'État central, vont aider à une augmentation de notre capacité de fréquentation. Ensuite, vont ainsi ouvrir une palette d'emplois aux jeunes parce que nos universités ont ouvert des filières qui forment des patrimonialistes. Vu l'immensité de la richesse patrimoniale du Bénin, sa mise en tourisme permettra au Bénin de tutoyer le sommet des destinations sur le plan mondial. Voilà ce qui a été donc fait par le gouvernement actuel, c'est-à-dire mettre le patrimoine au service du tourisme. Alors, quelle sera la relation entre l'Agence nationale patrimoine et tourisme et les communes? Une relation primordiale puisque l'idée de cette agence et l'idée plus générale du gouvernement du chef de l'État, c'est le partenariat. L'État est un incitateur, il pose un cadre, il légifère, il apporte une incitation financière pour amorcer quelque chose et puis il passe le relais aux acteurs sur le terrain, que ce soit les acteurs de la décentralisation, mais également les acteurs privés. Ça, c'est vraiment une logique de bon sens, mais qui va vraiment être renforcée et mise en place. Pour ce qui est de l'agence, la mission est également très claire. Elle a pour mission d'avoir un certain nombre de projets prioritaires, de grands projets dont elle va s'occuper directement, en tout cas dans lesquels elle va investir directement et à moyen terme, elle va passer le relais de ces grands projets à des partenaires privés pour leur gestion et elle fera le suivi. C'est le rôle de l'État, une fois de plus, qui est mis en exergue de cette façon. À côté donc de ces grands projets prioritaires, il y aura le soutien et l'accompagnement de la décentralisation. Un certain nombre d'offices de tourisme existent déjà, certains fonctionnent, d'autres sont encore en fragilité. Ouais. Comprendre pourquoi ils sont en fragilité, les soutenir, les accompagner et développer d'autres offices de tourisme, toujours en étant vigilant pour que ça fonctionne, parce que le tout n'est pas de créer, de dire on a inauguré, coupé un ruban et puis on laisse vivre, ou on se rend compte dans quelques temps que ça meurt, mais être dans le suivi, l'accompagnement de cette décentralisation-là, permettre à ces offices de fonctionner. Ça, c'est la première chose. Ensuite, avec les communes, bien sûr, les sites patrimoniaux, vous voyez, quand on a voulu définir un peu les missions de l'agence, on n'est pas parti par un découpage géographique du patrimoine touristique. On est parti par une question de zone, plutôt de zones patrimoniales dans lesquelles les communes se sont retrouvées. On n'est pas passé par la géographie, on est passé par le patrimoine. Et l'un rejoignant l'autre. Mais ça donne un sens très fort de dire que c'est d'abord le patrimoine dans un espace physique précis qui est mis vous avez parlé du patrimoine au service du tourisme, nous on dit plutôt le patrimoine au cœur du tourisme. Voilà. Et ce cœur, il se situe forcément dans les communes et rien ne peut se faire d'une part sans les communes, bien sûr, sur le terrain, et d'autre part sans les populations. Dans l'intervention, il a été dit que le travail à faire, je crois que vous savez, le premier handicap, l'ambition
Le cap fixé par le consortium Tourisme par million peut faire sourire, mais il est réalisable parce que des leviers, on sait comment les mettre en œuvre et on va avoir la volonté de le faire. Oui. Mais que nous sert-il d'avoir des tourismes par million si les Béninois eux-mêmes ne sont pas les meilleurs médiateurs de leur tourisme? Le travail de l'agence va être aussi de sensibiliser, de faire du Béninois lambda un acteur, un médiateur de son tourisme. Ce qu'on constate beaucoup, c'est que nous ne connaissons pas notre propre pays, que les enfants du Nord ne connaissent pas le Sud et vice-versa. Donc il y a un gros travail à faire à ce niveau-là pour que les communautés s'emparent aussi de leur patrimoine pour être des bons médiateurs. Est-ce que ce sera un rôle que vous allez peut-être confier aux autorités locales? Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que on va être militant pour que dans cette décentralisation-là, les communautés, les autorités de la décentralisation prennent en charge cette médiation auprès des populations. Et d'ailleurs, beaucoup d'ONG le font remarquablement. Moi, j'ai déjà vu, depuis que je suis là, beaucoup d'ONG qui ont réussi un travail formidable de conscientisation des populations. Mais ça demande du temps, ça demande de la proximité, ça demande de la pédagogie. Expliquer que les tortues marines, c'est un patrimoine mondial et qu'on avait l'habitude de les manger ou de manger les œufs et qu'on ne peut plus désormais. Il faut la loi, mais il faut de la médiation pour expliquer aux gens que des habitudes ancestrales, il faut les changer. Et pour qu'elles changent, il faut qu'on explique à ces gens que préserver les tortues marines et leurs œufs, c'est créer des richesses, comme il l'a dit, pour eux, pour les populations. Voilà, c'est tout ce travail-là qu'il faut faire et que tout ça soit mis en synergie au service des tourismes par million. Par million. Alors, en matière de relations cette agence et les communes, est-ce que le consortium a eu à réaliser déjà des travaux, peut-être des propositions à faire également à cette agence-là pour pouvoir réussir cette corrélation? Évidemment, concernant les communes, nous avons entamé un travail avec les communes du plateau. Il s'agit des communes de Pobert, de Sakété, de Ifanyi, d'Adiawere, et qui se sont ajoutés, à qui se sont ajoutés ceux de Dangbo, si j'ai bonne mémoire, de Agégué également. Okay. Donc nous avons commencé un travail qui va les aider à installer des offices de tourisme dans leurs différentes communes. Et maintenant, suite à ce travail-là, suite à cette installation, il y aura l'identification des différents sites touristiques et des développements touristiques. Et après ça, maintenant, après cette identification, nous allons les aider à faire ce qu'on appelle le business plan, des sites qu'ils auraient souhaité mettre en avant. Et quand ce travail-là sera fait, nous, en tant qu'experts en la matière, nous allons les aider à faire ces business plans. Et dès que c'est fait maintenant, ils vont aller vers les PTF ou vers encore les banques ou encore le gouvernement pour financer ces différents projets qui seront dans cette commune-là. Et dès que ce travail on a déjà commencé, et dès que, puisque nous ne travaillons pas à méthode, dès que ce travail sera fait, on va maintenant l'étendre vers les autres communes du Bénin. Oui. Mais cela dit, cette agence qui a été créée, nous, au sein de notre consortium, nous jubilons. Parce que quand j'entends le directeur parler, c'est comme si, en fait, nous avons les mêmes problèmes. Vous avez les mêmes problèmes. Le CTM est créé parce que les acteurs que nous sommes, on a vu que nous avons de l'argent qui dort. On a des potentialités qui sont là et on n'arrive pas à en profiter. Et on n'arrive pas à en profiter parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là ne sont pas dus aux acteurs, ces problèmes sont dus à l'État. Aujourd'hui, maintenant, l'État fait sien nos problèmes. Donc, vous savez que nous on a obligé de remercier le président Talon pour avoir eu cette idée, que je dirais, cette idée sublime de créer cette agence et maintenant de prendre nos problèmes comme étant les siens. Et nous, je crois qu'on va suivre l'agence comme du lait sur le feu. On va accompagner l'agence, on va travailler avec l'agence. On ne va pas être des acteurs, on ne sera pas en dehors. Vous avez, le président Talon a dit qu'il veut faire seulement 5 ans. Hein? Si on les laisse faire et après ça ne va pas, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc nous serons avec l'agence soutenu, on va travailler avec l'agence, de sorte que si ça ne va pas, on va leur dire, écoutez, vraiment, vous aurez dû faire comme ça.
Et on va travailler en synergie avec l'agence, de sorte qu'on va pouvoir aller très vite. Parce que plus vite nous allons, mieux c'est pour l'État qui va pouvoir engranger beaucoup d'impôts. Et nous, de l'autre côté, on va pouvoir créer des emplois, et créer de la richesse. Oui, M. Dine Bouraïma, il y a cela 1 an, le consortium Tourisme Pamillion avait initié une tournée dans le sud, même vers le centre du Bénin, pour visiter les établissements touristiques, les hôtels et même en même temps les sites touristiques. Vous aviez pris par la porte du non-retour et vous étiez complètement découragé le jour-là d'avoir vu l'état dans lequel végète la porte du non-retour, qui pour tout le monde est un site qui est plus que l'île de Gorée, que le monde entier connaît aujourd'hui. Et vous avez souhaité dans le temps que l'État confie alors la gestion de ce site-là au privé et que vous allez le faire. Est-ce que vous êtes toujours cet avis aujourd'hui, prendre en charge la porte du non-retour? Bien sûr, il y a même plus grave. Il y a plus grave en ce sens que la ville de Ouidah a été déclarée sur la liste indicative de l'UNESCO depuis 1996 comme étant une ville qui pouvait être classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il y a eu des études qui ont, au lieu que ce soit seulement la ville de Ouidah, on a voulu que ça commence par Dassazoumé, Savé, en passant par Abomey avant d'arriver à Ouidah. Vous savez que, comme on est au Bénin, ça fait déjà plus de 20 ans maintenant, le dossier même, on ne le retrouve même plus, on ne sait même pas où c'est. Donc, des choses essentielles comme ça, on n'arrive pas à les faire. Et si faire seulement classer une ville et les études sont faites, on a mis de l'argent pour faire ça, on n'arrive pas à le faire, donc c'est pas gérer, c'est pas un site touristique qui sera géré, qui sera bien fait. Alors, on revient à vous, alors, monsieur le directeur, monsieur Plia. Quelle est la politique de l'entretien de nos sites touristiques que l'agence compte développer aujourd'hui? Parce qu'il faut valoriser ces sites-là. La porte du non-retour, vous avez vu l'état dans lequel elle se trouve? Plutôt. Absolument. Pour rebondir sur l'indication qu'a donnée M. Bouraïma, effectivement, c'est un article paru dans le journal Le Monde, oui, qui a attiré l'attention. Je pense que ça a embrasé un petit peu la sphère et au plus haut niveau. Et je sais que le ministre, nous étions ensemble hier, du tourisme est saisi de ça, c'est de sa compétence, de retrouver ce document-là impérativement, parce que c'est un vrai scandale et je pense que les autorités en sont pleinement conscientes. Bon. Mais il a raison de dire que l'ampleur de la tâche est grande, le travail est grand. Et les sites touristiques, c'est bien sûr le bien commun. Quand je vous parlais vous savez, il y a l'entretien des sites, bien sûr, hein, et il y a un défaut. Alors, vous voyez, c'est toujours le problème entre l'État et la décentralisation. Si l'État dit, bon, c'était un site au départ géré par l'État ne peut pas tout faire. Dans une politique de décentralisation, on confie la gestion de ce site à une commune. La commune est pleine de bonne volonté. Je pense par exemple à la commune de Boïcon qui a également un site exceptionnel qui sont les grottes d'Agonguinto. Bien, c'est la ville de Boïcon qui est en charge de la gestion de ce site-là. J'y suis allé encore récemment avec le ministre de la décentralisation. Le site, parce qu'on nous avait signalé qu'il y avait sur la zone tampon, les gens qui commençaient petit à petit à s'installer, etc. On est allé faire un constat. La situation est moins grave qu'il n'y paraît, mais ça a permis de voir que d'une part, la ville de Boïcon fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire l'entretien, la propreté, le site est plutôt agréable, mais elle ne fait que ce qu'elle peut, elle ne fait pas au-delà, parce que confier un site de cette ampleur à une commune sans lui donner les moyens, sans qu'elle ait les moyens de le développer, ça revient à rien. Alors est-ce qu'on revient à l'État? Est-ce qu'on donne ça à des privés? Oui. La question est centrale. Donc voilà. C'est des vraies questions à poser. Et donc je dis, quels moyens on donne aux communes pour qu'elles puissent entretenir les sites? Si elles n'y arrivent pas, quel partenariat public-privé elles trouvent pour pouvoir le faire? Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne fera rien sans les populations. Ce qui est assez déplorable quand vous allez à la porte du non-retour, c'est il y a sans doute un défaut de gestion par la commune de Ouidah, mais il y a aussi un comportement des gens, des communautés. À quel moment les gens qui autour laissent des tas d'ordures, enfin il y a une des statues de Toku Dagba dont la tête est cassée depuis 3 mois ou sinon au-delà, depuis que je suis arrivé c'est là, c'est à terre, oui. Et les autorités passent devant tous les jours. Donc
et les populations qui se servent de ces emblèmes touristiques pour se servir de cintres, sans parler des tas d'ordures. On ne peut pas être juste, l'État ne peut pas être juste. Est-ce qu'aujourd'hui, l'agence va doter de moyens les communes pour gérer ces sites ou c'est au privé que vous allez confier l'action de l'agence va être sur 3 axes et les 3 vont fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a les grands projets prioritaires qui, eux, sont des projets de rénovation, de réhabilitation, de recréation et qui vont être pensés dans une logique immédiatement partenariat public-privé. Oui. L'État met de l'argent dedans pour réhabiliter un site ou créer un site, mais dès l'origine, il associe le privé pour qu'à terme, le privé prenne le relais. Mais l'État va être garant de ce que ça fonctionne. C'est un contrat qu'on signe pour dire, voilà, si au terme de tel bail, vous n'avez pas rempli vos obligations d'entretien de ce site, ben on passe le relais à un autre, etc. Donc ça va être une première chose. L'État va être le garant, l'agence, par le biais de l'agence, va être le garant du financement, de sa part de financement aux communes pour qu'elles puissent assurer leur part du travail. Et puis, le travail, je répète toujours, sur les communautés. C'est-à-dire que quand on dit la communauté, ça paraît un truc un peu abstrait, mais c'est des gens concrets, c'est des acteurs, et il y en a plein qui sont de bonne volonté, qui aiment leur pays, mais qu'il faut, et ça ne peut pas être uniquement sur le bénévolat, il faut impérativement, et c'est ça qu'on appelle aussi la création d'emplois. Ce sont des gens, moi je le vois sur cette route qui mène à la porte du non-retour, il y a plein de gens qui bénévolement prennent une pelle, mettent de la terre pour que la route soit... Il faut les sortir de cette précarité de l'improvisation, les mobiliser, les intégrer pour qu'ils deviennent quelque part les gardiens de cette porte de non-retour. Voilà. Et voilà, c'est tout un travail à faire en symbiose et l'agence va être au cœur de ce travail-là. Ah oui, on pourra voir l'agence prête quand ces actions de concret. Elle a déjà commencé, mais comme je dis souvent, vous savez, on a parlé on dit un mandat unique de 5 ans et il y a un débat, est-ce qu'on peut tout faire, etc. L'idée n'est pas de tout faire, évidemment. L'idée est de bien faire. On ne construit pas une maison en commençant par le toit. Il ne nous sert à rien de ramener 1 million de tourisme demain dans l'état qu'on est en train de décrire. Donc il faut reprendre aux fondations. C'est pour ça que j'insiste toujours sur l'ancrage, réhabiliter les sites, impliquer les populations, les politiques. Il y a ce travail-là qui doit être fait pour que, au-delà de 5 ans, quand les choses auront été, si les racines sont bien profondes, que le partenariat public-privé a fonctionné et qu'on a passé le relais au privé, c'est le privé qui, comme dans tous les pays, est en gestion de son affaire. Et l'État a fait le travail. Mais ces fondations-là, le ministre disait hier, on était dans une réunion où il disait, mais en 60 ans d'indépendance, il y a eu 56 ministres du tourisme. 56 ministres du tourisme. En 60 ans. En 60 ans. Quelle politique on peut mettre en place? Il y a des ministres qui ont c'est-à-dire que le tourisme était un accessoire. Voilà, on vous donne, on vous enlève. Le tourisme et la culture aussi. Et la culture, évidemment. Donc voilà, il faut remettre là, le président en fait un projet phare, prioritaire. Donc, on est au travail. Merci beaucoup à vous. On va accorder la parole aux autres acteurs qui sont également sur ce plateau. Monsieur Kidjo, vous voulez prendre la parole pour nous dire je sais que vous êtes un des acteurs, en tout cas, très important dans ce secteur. À vous. Oui. Merci de me donner la parole sur ce débat. Et une fois encore, je dois dire que la création de l'agence... Si vous le permettez, pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas tellement, vous voudrez bien vous présenter. Je me présente. Oui. Je suis Alfred Kidjo, je suis directeur de Process Airlines et je suis le président de l'Association des représentants de compagnies aériennes et en même temps vice-président du CTM. CTM, merci. Donc je disais donc que la création de l'agence est salutaire dans pas mal de domaines qui ont déjà été élaborés par M. Plia, M. Bouraïma. Et quand il parle d'impliquer les communes, les personnes, je crois qu'il y a un gros travail à faire là-dedans. Dans la mesure où, je prends juste un petit exemple en ce qui concerne le touriste qui arrive au Bénin. Vous savez, de par le passé, on a eu, avec la Révolution, un certain nombre de mesures qui ont été mises en place
Notamment aujourd'hui, si un touriste sort son appareil photo, c'est comme s'il sortait une arme. Donc un touriste qui arrive dans un pays, il vient naturellement pour faire du tourisme, être en communion avec les populations, rapporter des images qui lui rappellent le séjour qu'il a fait dans ce pays-là. Et si le touriste aujourd'hui ne peut pas sortir son appareil photo et garder des souvenirs de son passage au Bénin, c'est aussi un frein. Et d'autre part, je crois qu'il y a un travail aussi à faire là pour rééduquer les populations, à leur faire comprendre que l'appareil photo n'est pas une arme et qu'on ne vole pas leur âme en prenant leurs photos. Donc, et la destination au Bénin est chère, on en a parlé, c'est un fait parce que pour créer de la richesse par le tourisme, il faut que le touriste puisse dépenser une fois qu'il est sur le terrain. Et comme le disait M. Bouraïman, un billet d'avion qui est cher réduit le pouvoir d'achat déjà du touriste. Oui. Donc il y a du travail à faire là-dedans aussi. Est-ce que vous, au niveau des agences, des compagnies de voyage, vous pouvez jouer un rôle pour amoindrir le coût? Mais vous savez, nous, compagnies aériennes, amoindrir le coût, nous, on répercute de toute façon tous les coûts que nous subissons dans un pays. Parce que si aujourd'hui les taxes sont élevées au Bénin, nous les répercutons sur les billets d'avion. Si les charges sont beaucoup trop lourdes, elles sont répercutées sur le prix du billet d'avion, parce qu'il faut calculer un prix de revient avant de mettre une marge dessus. Nous ne sommes pas des sociétés philanthropiques, on est là aussi pour faire du business. Et certains s'étonnent de dire que vos billets de Bruxelles vers les États-Unis sont moins chers que le Bénin, pour la simple raison que les coûts d'exploitation de ces lignes-là sont moins élevés que ceux du Bénin. Pour quitter un autre pays pour les États-Unis, c'est moins cher que pour quitter ce même pays pour le Bénin. On a des tarifs très intéressants sur les États-Unis. En Bruxelles, New York, c'est quasiment la même durée de vol avec les mêmes avions, les mêmes équipages, mais les tarifs sont moins élevés parce que les taxes sont moins élevées, les charges sont moins élevées. Et tout ça, c'est répercuté. Vous créez un produit, vous êtes dans une usine, vous fabriquez un produit, le coût de fabrication, vous le calculez pour avoir un prix de revient. Donc, sur ce prix de revient, vous mettez votre marge. Mais ce pays, quelque chose sera fait dans ce sens-là pour amoindrir le coût, les taxes surtout? Oui, là, on est vraiment dans le domaine de ce qui dépendra du ministère du Tourisme. Comme je l'ai dit, nous sommes en collaboration. Le ministère est sur tous ces aspects moi, je pourrais être une courroie de transmission au ministre sur ces questions-là, et c'est lui qui, avec le gouvernement et ses autres collègues concernés par ces questions-là, vont faire ce qu'il faut. Nous, on va être vraiment, cette agence, elle est vraiment un guichet unique, opérationnel. C'est vraiment pour agir sur le terrain. Et puis, pour tous les problèmes périphériques, on a une courroie de transmission. Parce que, évidemment, notre action dépend aussi de tout ce qui est en train de se faire. Merci beaucoup à vous, M. Kidjo. On va passer la parole à d'autres acteurs. Oui, vous pouvez y aller. Présentez-vous. Madame Didavi de Souza Gillette, promotrice de l'agence IFE Voyage, trésorière générale du CTM. Je dirais tout simplement que, comme le président de la Bouraïman l'a déjà dit, nous sommes très ravis de la création de cette agence, parce que nous, étant agence de voyage et de tourisme, nous voudrions vraiment que le tourisme décolle, et nous voudrions aussi dire à l'agence que nous sommes disposés, le privé tend la main toujours pour revaloriser les sites. Donc nous n'attendons que le partenariat secteur public-privé, que vraiment ça soit vraiment une réalité et que nous sommes prêts pour y aller. Merci beaucoup à vous. Quand vous parlez de partenariat public-privé, il y a derrière vous le président du réseau national pour la promotion du partenariat public-privé. Vous devez bien lui passer le micro. Monsieur Paulin Visson, voilà. La question, la notion du développement du tourisme fait toujours appel à cet outil-là, qu'est le partenariat public-privé.
Oui, bien sûr, parce que le PPP, c'est un outil transversal, donc on peut l'implémenter dans tous les domaines. Mais pour ce qui concerne le tourisme au Bénin, il faut effectivement que la place du secteur privé puisse être valorisée. On a parlé d'un certain nombre d'aspects tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je voudrais simplement ajouter 2 ou 3 points. Le premier, c'est par rapport à notre aéroport. Vous savez aujourd'hui que cet aéroport est géré par une structure mixte qu'on appelle la DAN aujourd'hui. Je n'ai pas encore en mémoire des aéroports gérés par l'État. Lorsque c'est une structure mixte, donc qui doit combiner les règles administratives internes et les règles de la SECNA, il faut mettre une lenteur et la qualité de la gestion, la proactivité ne sont toujours pas de mise. Okay. Tout le monde se plaint des charges, des taxes aéroportuaires, mais c'est justement parce que les compagnies, M. Kijou l'a dit tout à l'heure, les compagnies sont obligées de faire face à un certain nombre de charges, elles aussi. Il y a une seule personne, enfin une seule structure aujourd'hui qui sert d'intermédiaire entre, disons, les diverses compagnies et les voyageurs. Alors, lorsque celui-là, il a le monopole, je n'ai rien contre le monopole, mais lorsque l'État lui-même n'est pas en mesure de pouvoir fixer les règles et avoir un œil assez clair là-dessus, lorsque celui-là qui a le monopole, n'est-ce pas, il fixe le prix qu'il veut, en dernier ressort, les compagnies, elles aussi, elles subissent certes, mais elles vont répercuter sur les billets. Donc ça, c'est important que l'État puisse, disons, sortir très rapidement de ce jeu-là et identifier un spécialiste de la gestion aéroportière et le confier à la gestion de l'aéroport. Dans tous les pays, ça se passe comme ça. L'autre chose, c'est au niveau des hôtels qui sont encore gérés par l'État aujourd'hui. Si vous allez au niveau de la Pandjari, le touriste, quand il va là-bas, il ne va pas dormir sur une arbre. Il faut vraiment un endroit assez professionnel, mais il se fait que ces hôtels aujourd'hui sont encore gérés par l'État. Donc je pense que l'État doit sortir et imaginer une relation avec le privé pour aller très vite. Et pour finir, on confie alors les hôtels au niveau des parcs, les hôtels étatiques, qu'on confie ça au privé. L'État, vous savez, le rôle de l'État, c'est exactement, pratiquement comme un arbitre de football. Sur le terrain de football, l'arbitre ne joue pas. Il crée l'environnement. Il veille au respect des règles. Imaginez que sur le terrain de football, l'arbitre se met à jouer. Je pense que ça ne peut pas marcher comme ça. Et pour finir, pour chuter, c'est d'œuvrer pour que nous puissions avoir une compagnie pour les vols domestiques. Parce que lorsque vous avez envie de valoriser le parc de la Pandjari, le touriste vient à Cotonou. Pour quitter Cotonou pour la Pandjari, il va mettre quoi, 7 heures, 8 heures de temps, ça pose un problème. Donc voilà autant de facteurs que je pense que les autorités certainement... je pense qu'avec l'aéroport de Parakou aussi, l'aéroport de Tourou, ça peut régler aussi un peu ce problème. On verra bien. En tout cas, avec le directeur, on va revenir, pourquoi pas, sur ce plateau pour aborder d'autres aspects liés, bien sûr, au tourisme au Bénin, parce qu'il y a beaucoup de couloirs d'étranglement qu'il faut donc vraiment lever. Madame? Oui. Bonjour, moi je suis Virginie de Baglion, directrice de l'agence de communication Doma Organisation et membre du CTM. Okay. Moi, je félicite l'arrivée de M. Plia et la création de l'agence qui, je vais aller sur un autre sujet qui est la formation. Parce que la formation va être importante. Donc, je pense qu'effectivement, le partenariat qu'on mettra ensemble au niveau des deux structures, il faudrait vraiment qu'elle soit forte parce qu'on parle de faire venir des touristes, on parle de la promotion, même la promotion du tourisme interne. Tout ça, c'est bien beau, mais il se trouve que sur place, les hôteliers, la plupart des hôteliers, malheureusement, les restaurants, les gens n'ont pas une bonne formation. Donc, l'accueil n'est pas bon. Donc, quand on parle sur les réseaux sociaux, que les gens critiquent, sabotent, mais c'est normal. Parce que quand ils arrivent, qu'il n'y a pas l'accueil qu'il faut, il n'y a pas une bonne formation au niveau de tout ça, ça fait fuir quelqu'un. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on n'oublie pas de faire un clin d'œil à cette formation et aussi, peut-être plus tard, faire les journées du patrimoine. Ça nous permettra... pour, je pense, le tourisme interne, que les Béninois déjà sachent quels sont le patrimoine
qu'il y a au Bénin. Parce que le gros problème, il y a un problème d'information. Donc, je pense qu'au niveau du patrimoine, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut former et informer les Béninois de ce qu'ils ont comme richesse d'abord. Avant, voilà, moi je pense que le problème à 2 niveaux. La formation, l'information interne, déjà la promotion du tourisme béninois en interne, avant de focaliser sur le tourisme à grande échelle. Il faudrait déjà qu'en interne, les Béninois, pour un week-end, aient envie d'aller passer un week-end à Djougou et ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc les produits touristiques béninois, il faudrait vraiment qu'on mette l'accent dessus. Merci beaucoup à vous, madame. Oui, Paco, oui. Gestionnaire de patrimoine. Oui, c'est toujours un plaisir de venir échanger avec les amis sur ce forum. Et nous avons eu la chance d'avoir M. José Pléa et M. Bourema qui sont dans 2 secteurs ayant un lien, je veux dire, congénital en matière de promotion et de valorisation du patrimoine culturel. Alors, nous, en tant que conservateurs ou gestionnaires du patrimoine culturel, notre souci, c'est de comment faire pour protéger et conserver ce qui est, donc le patrimoine. Et j'attire l'attention du directeur de l'agence sur un problème que nous avons. Jusqu'aujourd'hui, le Bénin n'a pas la liste de son patrimoine culturel. Et donc, il n'y a pas un inventaire complet qui a été fait sur le terrain. Et donc, comme l'a dit madame, on ne connaît pas ce que nous avons et comment pouvoir s'en occuper. Et donc, lorsqu'on parle de la conservation, il faut vraiment que l'agence puisse travailler sur ce volet-là en lien avec la direction du patrimoine culturel. Alors, deuxième sujet qui me préoccupe un peu, j'entends depuis quelques 2 ou 3 jours qu'on parle de l'inscription de la ville de Ouidah sur la liste du patrimoine mondial. Je crois qu'un dossier du genre n'existe pas. Ah oui? Mais par contre, il y a un projet sur ce qu'on appelle la route de l'esclave. C'est ce projet-là qui fait partie des dossiers sur lesquels on travaille et qui envoie de processus d'inscription sur la liste du patrimoine. Alors, inscrire une ville, nous l'avons entendu à Côte d'Ivoire où Grand Bassam a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est tout un travail. Et pour le moment, la ville de Ouidah ne fait pas partie de ce travail-là. Nous en avons discuté, nous, entre gestionnaires, on s'est dit que l'article du journal Le Monde, c'est pertinent, on est d'accord sur le principe, mais ça ne porte pas sur l'inscription de la ville de Ouidah, mais c'est plutôt l'inscription de la route de l'esclave. Et Ouidah fait partie, Ouidah est une étape, un élément de cette route-là. Voilà, je voudrais préciser cela. Merci beaucoup à vous, Paco Malobakoué. On va revenir sur ce plateau. On va commencer par M. Bouraïban. Ce sera le mot de fin. Voilà, le mot de fin. Voilà. Pour dire, est-ce que vous avez déjà réuni vos propositions, tout ce que vous rencontrez comme difficulté, tout ce qu'il faut faire en réalité pour favoriser cette union-là que matérialise l'agence du patrimoine et du tourisme au Bénin, quitte à les transmettre au directeur afin que tout soit fait de façon officielle. Non, nous avons déjà commencé par travailler avec l'agence et on continuera par travailler avec l'agence. Nous, tout à l'heure, M. Pia a dit qu'il est le bras armé du ministère du Tourisme. Moi, je voudrais lui dire que le 7e sera son bras armé. D'accord. Donc, de sorte que je vais donc même profiter de l'occasion pour demander à tous les membres, à tous les acteurs touristiques de venir investir dans le tourisme béninois. Et cela est d'autant plus important que si nous, Béninois, nous n'investissons pas, d'autres personnes ne viennent pas d'ailleurs pour investir. C'est nous qui devons d'abord commencer. Parce que le rôle de l'agence, c'est de créer des conditions générales pour tout le monde. Nous autres, en tant qu'acteurs, c'est d'investir massivement. Nous, en tant qu'acteurs touristiques, nous allons investir massivement. Nous allons même demander à d'autres personnes qui n'étaient pas encore dans le secteur de venir nous accompagner. Parce que le président Talon, sa visée ou son ambition pour le tourisme est énorme. Donc, les acteurs qui avaient avant, seuls ne peuvent pas l'accompagner. Voilà. Il faut que d'autres personnes viennent d'ailleurs, d'autres Béninois viennent d'ailleurs pour soutenir cette action-là, pour que vraiment, véritablement, le tourisme soit vraiment le levier
important de son quinquennat. Merci beaucoup à vous. Monsieur Plia, oui, quand on parle de mission, c'est les moyens également. Les hommes sont là, vous avez dit vous allez recruter. L'agence dispose de quelques sources de financement en réalité pour accomplir cette mission. Une très bonne question à laquelle je ne répondrai pas. Tout simplement, on reviendra en parler lorsque le président lui-même vous annoncera les chiffres et vous allez être surpris. Ah oui. Vous allez être extrêmement surpris. Parce qu'on aurait appris dans cet article que vous avez cité tout à l'heure que le fonds mis à disposition du Bénin par la Banque mondiale, les 50 millions de dollars auraient été rejetés par le Bénin. On s'est demandé, mais on va trouver l'argent où faire fonctionner l'agence et accomplir toutes ces missions. Voilà, vous aurez les réponses par qui de droit. Non, vraiment, ce que je voudrais rassurer tout le monde, la volonté de création de l'agence, vous avez raison, hein, ce n'est pas juste créer une agence fantomatique et puis sans moyens. Sans moyens, on ne peut pas. Il y a une vraie volonté politique et elle va s'accompagner de gestes forts. Le président lui-même, je lui laisse la primeur, annoncer les chiffres qu'il nous a déjà annoncés de financement de cette agence pour le quinquennat et c'est assez spectaculaire, je peux déjà le dire, parce qu'il a compris que pour que les investisseurs privés viennent, c'est la loi du marché. Vous développez une entreprise et vous apportez un capital important, spectaculaire. Forcément, les autres se disent, si l'acteur premier met autant d'argent, c'est qu'il y a quelque chose là. Ouais. Si vous voyez petit, les gens verront petit. Si vous voyez grand, les gens vous suivront. C'est un peu le calcul. Et c'est une fenêtre de tir sur 5 ans de se dire, on met des sommes très importantes pour que le relais soit pris et qu'après, voilà, l'État a investi ces sommes-là et les autres prennent le relais. Et c'est ce qui va se faire. Mais ça nous donnera l'occasion de nous revoir pour commenter les chiffres plus tard. Merci beaucoup à vous. Monsieur Bourema, pour terminer rapidement, juste quelques secondes. Juste pour dire qu'en dehors de l'argent, le plus important, c'est le leadership. Nous, on est déjà ravis du fait que le président de la République, il porte le tourisme. Donc, ça seulement nous donne un courage phénoménal pour aller de l'avant. Merci beaucoup à vous. En tout cas, on reste sur cette note d'espoir et en même temps très heureux de ce que vraiment que ce soit vraiment le premier des Béninois qui porte vraiment la promotion du tourisme au Bénin, qui pour le moment est encore 4e pôle de développement de notre pays, alors que ce que nous avons de plus cher, c'est le patrimoine. Et c'est ça, en réalité, notre richesse. On ne peut que la valoriser par le tourisme. On espère bien revenir, pourquoi pas, sur ce plateau à vous, chers téléspectateurs, pour vous expliquer, en tout cas, suivre cette agence-là dans ses missions, dans ses différentes activités, histoire vraiment de vous informer de tout ce qui va se passer par donc cette initiative-là. C'était un plaisir d'être resté en votre compagnie. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à tous les acteurs qui ont accepté de venir sur ce plateau. On va se retrouver très prochainement. Le temps ne suffit jamais pour parler du tourisme et surtout de la culture. À très bientôt.